Bienvenue, mesdames, messieurs. Grand oral du chef d'État béninois, suivi d'entretiens télévisés à l'orée du 58e anniversaire commémorant la cession du pays à la souveraineté internationale. Les réactions se conjuguent sans cesse au présent. Du citoyen lambda au cadre émérite, à chacun sa petite idée des sujets phares d'intérêt abordé à l'occasion. 100% Bénin, pour son émission débat du jour, voudrait vous convier à un regard croisé d'acteurs politiques sur les grands axes ayant motivé les différentes sorties médiatiques et accessoirement les changements majeurs opérés durant les 58 ans d'autonomie supposée observée à divers niveaux. Ce sera autour du thème « Adresse de Patrice Talon au peuple béninois ». Un message de cœur au purement diplomatique. Tout de suite, nous allons pouvoir donner la parole à nos invités du jour. À ma gauche, Richard Aglaka, c'est son nom, acteur politique. Il est membre de la coalition Bénin en route, une coalition de la mouvance présidentielle. Richard Aglaka, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Merci. En face de lui, un autre acteur politique, Géraldo Gomez, c'est son nom, secrétaire général adjoint de l'USL, l'Union sociale libérale, parti d'opposition. Il en est le chargé des questions stratégiques, donc de développement. Géraldo Gomez, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, surtout de savoir cette disponibilité. Les acteurs politiques, ma foi, ce n'est pas aisé de souvent les avoir à portée de main. L'agenda passé temps-ci reste hyper chargé à ce qu'il paraît. Donc, une fois encore, merci de vous rendre disponible. Le 31 août 2018, veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon s'est adressé à la nation. Dans l'exercice du traditionnel discours, le chef de l'État rassure ses compatriotes sur le fait que le succès sera inéluctablement au bout du parcours. Patrice Talon a appelé le peuple béninois à maintenir le cap et à garder l'espoir. Richard Aglaka. Oui, je crois que c'est un discours évocateur. C'est un discours empreint de franchise et d'espoir. C'est un discours qui est un discours nouveau, auquel on n'est pas forcément habitué dans ce pays, puisque par le passé, le discours était beaucoup plus de la démagogie. Le discours était beaucoup plus trompeur. En tout cas, c'est mon analyse. Et là, nous avons un discours qui met l'accent beaucoup plus sur le social et non sur la politique. Et c'est tout à l'actif du président Talon. Et c'est aussi un discours qui fait le bilan de ces 2 dernières années et qui fait une projection sur l'avenir. C'est un discours qui nous rassure, d'autant plus que nous ne sommes plus dans la logique du court terme ou du moyen terme. Là, nous sommes dans la logique du long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers tout ce qui se fait, tout ce qu'il a dit donc dans ce discours, on se rend compte que la priorité, ce n'est pas tout de suite, mais c'est beaucoup plus l'avenir pour que demain soit meilleur pour les uns et les autres. Oh oui, ce discours a été suivi par toutes les chapelles politiques, j'imagine, l'USL aussi. Géraldo Gomez, quelles ont été vos premières impressions à suivre le chef de l'État dans sa posture? En tout cas, on a noté effectivement le besoin pour le président de projeter le pays. Nous avons eu droit, comme vous l'avez dit, à un discours de promesse, de rénovation du Bénin. Nous n'allons pas nous attarder sur la richesse sémantique qui entoure cette gouvernance, du nouveau départ à la rupture, en passant par le Bénin révélé, la rénovation. Maintenant, on y va pour la sémantique, il n'y a pas de souci, mais nous voulons un gouvernement d'action. Pas un gouvernement de promesses, ni un gouvernement d'avenir, un gouvernement en action. Ce qui a retenu positivement mon attention, c'est que le président a insisté sur, ou formulé le vœu, qu'on parle beaucoup plus de fête nationale plutôt que de fête de l'indépendance. Ça a attiré mon attention. Et j'avais espéré que justement son adresse et son entretien après nous montrent en quoi nous formons une nation. En quoi tous les fils de ce pays sont membres, sont nés nation, sont nés sur cette terre et appartiennent à la même terre.
et vont conduire ce pays vers un futur qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. J'ai été plutôt globalement désagréablement surpris que le reste de la déclaration ne nourrisse pas cette intention. Et en fait, ça me paraît être la caractéristique même de la gouvernance. Les actions et les paroles ne sont pas toujours en adéquation. C'était votre regard. On va évoluer. Le chef de l'État était attendu sur une question des plus houleuses du référendum et les questions, la révision de la Constitution ayant connu les différentes péripéties que vous connaissez. Patrice Talon avait la possibilité d'appeler le peuple au référendum, mais il a fait l'option de ne pas y aller et renoncer pour éviter de faire signer les caisses de l'État. Richard Blaka. Je crois que c'est l'attitude noble d'un chef d'État qui veut effectivement faire bouger la ligne, faire avancer son pays. Vous savez, moi j'ai été très déçu lorsque nos parlementaires ont poussé, disons, la question sur la révision des 4 points jusqu'à ce niveau où il revenait au chef d'État donc de prendre la décision d'aller soit au référendum ou de laisser en l'état. Je crois quand même que on ne va pas revenir parce qu'il y a eu déjà assez de débats sur les 4 points concernés. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que quand on analyse un peu ces points et quand on voit l'état de notre Constitution, parce que quoi qu'on dise, c'est une Constitution qui a fait son chemin et qui laisse apparaître clairement qu'elle comporte en son sein beaucoup de déchets et il va falloir, disons, extirper ces déchets. Quand on voit un peu tout ça, on est d'accord qu'il faut vraiment retoucher la Constitution. Mais est-ce par la voie référendaire, ne serait-ce que pour 4 points, je crois que ce serait une anomalie, une bêtise politique. Et je crois le président Talon a bien compris. Et c'est pour cette raison qu'il a dit non, je n'irai pas parce que d'abord, les finances, ça ne dit pas. Et puis après, parce que je n'ai pas les moyens légaux, vu le temps qui reste, à aller vers ce référendum. À partir de ce moment, je crois que nous sommes en présence d'un chef qui a la tête sur les épaules. Nous sommes en présence d'un chef qui a effectivement un désir, ce désir de faire avancer le pays. Et maintenant, sur la question même de fond, est-ce qu'on va encore revenir sur... On revient sur cet aspect-là, l'avis d'abord de votre vis-à-vis. Vous avez observé le chef de l'État, il l'a dit, il y a d'autres urgences. Et pour l'heure, il ne se voit pas en train de faire sailler les caisses de l'État, rien que pour une question de référendum, alors que les députés auraient pu mieux faire. Il est heureux d'entendre le président dire qu'il y a d'autres urgences. C'est ce qui est dit depuis 2 ans et demi, lorsque dans la présentation de son programme d'action du gouvernement, le pilier 1 était la réforme des institutions et en clé de voûte, la révision de la Constitution en l'occurrence. Donc si le pilier numéro 1, qui est la charpente de toute la programmation de tout le programme d'action du gouvernement n'est plus une urgence, nous en prenons acte. C'est ce que nous disions depuis, que les peuples attendent autre chose que de s'attaquer à ce qui fait notre structure, à ce qui nous a permis de traverser 28 années, qui a tenu la République, qui a tenu la démocratie en l'État, pour que nous puissions vivre en liberté. Jusque-là, ce n'était pas ça la priorité, que la priorité c'était sur ce qu'il a finalement compris et annoncé, l'eau, les infrastructures, ainsi de suite. Si c'est cela, nous voulons en prendre acte. Mais nous sommes là encore, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, la danse entre les mots et les actions. Juste après le rejet à l'Assemblée, nous avons eu droit à une déclaration de son directeur de communication qui nous disait que c'est ce que le président voulait, le référendum, et qu'on y allait, donc que ce n'était pas un échec. Nous avons eu plusieurs députés et d'autres acteurs politiques qui ont clairement dit que c'était ce que recherchait le camp de la majorité présidentielle. Bon, soit ils ont été dévoués, ou alors c'est le président qui a observé une reculade qu'on aurait pu s'épargner. On reviendra sans doute sur les éléments qui concernent cette révision. Il n'est pas indispensable qu'une constitution soit révisée parce qu'elle a 28 ans. Elle pouvait l'être au bout de 6 mois d'existence, comme elle peut ne jamais l'être au bout de 100 ans d'existence. Il faut savoir de quoi nous avons besoin. Quel problème nous pose notre constitution aujourd'hui? Si elle nous pose un problème, on réfléchit pour y répondre. Si elle ne pose aucun problème là où on veut en poser,
c'est qu'on est en train de jouer un jeu politique qui ne sert pas à la démocratie. Et c'est ce que j'observe sur cette question de révision. Pourquoi tant d'opiniâtreté à vouloir réviser, et à vouloir réviser exclusivement par la voie parlementaire? Pourquoi fuir le peuple? C'est la question fondamentale que vous posez. Avant de revenir à sa question, non. Vous avez sorti une idée tout à l'heure, de peur de vous conduire un peu trop loin. Je m'en suis arrêté là. Le temps d'avoir le regard de votre vis-à-vis. Vous avez dit que ce serait une bêtise que d'aller au référendum en l'état. Parce qu'on avait d'autres options, c'est vrai, le chef aussi l'a souligné. Mais c'est aussi vrai ce que votre vis-à-vis a souligné tout à l'heure. C'est vrai, on a observé le directeur à la communication de la présidence dire que c'était pas un échec ce qui s'est passé. Et c'est même là que le BMP voulait aller. Et quand on entend le chef finalement parler, est-ce le BMP et même ce maillon indispensable de l'ossature communicationnelle du chef qui se sont trompés ou il s'est passé quoi? D'abord, avant de répondre à cette question, lorsque mon ami dit que pendant 28 ans, cette constitution nous a servi, c'est vrai, elle nous a servi, mais comment? C'est ça la grande question. Comment est-ce que, en 28 années, cette constitution nous a servi? Et cette constitution a permis, a donné lieu à tous les dérapages que nous avons connus. C'est une constitution qui présente beaucoup de faiblesses. Et lorsque vous dites qu'une constitution, ça peut être modifiée en 6 mois ou en 100 ans, on peut la maintenir en l'état, ça dépend également des contextes et ça dépend de l'idéologie qui a sous-tendu sa rédaction. En l'état, n'oubliez pas que le pays sortait quand même, pour revenir un peu à l'historique de cette constitution. Blaga, je propose, le sujet est tellement important, le sujet de la modification de la loi fondamentale, et je promets d'ailleurs, je serai heureux de recevoir les acteurs politiques là-dessus. J'ai peur qu'on soit surpris après pas le temps, parce qu'il y a beaucoup d'aspects évoqués par le chef, on aura bien entendu. Bon, pour revenir à votre question, je crois quand même que au lendemain de ce vote, il y a eu beaucoup de controverses, il y a eu beaucoup de réactions. Je souligne de Bénin en route, qu'on vous a observé presque un peu silencieux. Non, on n'a pas été... Sans dire pour autant, oui, il faut aller au référendum. Sur la question, comme vous pouvez le constater, Bénin en route a eu officiellement adopté une position. C'était parce que à un moment donné, les gens pensaient que ce référendum allait conduire au désaveu du peuple vis-à-vis de la politique du président. Or, il était question justement de se prononcer sur des questions, sur un certain nombre de préoccupations qui concernaient la Constitution. Donc nous avions dit à l'époque qu'il fallait prouver aux uns et aux autres que le peuple est encore là et soutient les actions du gouvernement. C'est pour cette raison qu'il fallait y aller pour que le oui l'emporte et désavouer l'opposition. Or, il s'est fait que dans le fond, quand on en vient au fond même du débat, à l'analyse, on se rend compte que effectivement, on n'avait pas besoin d'aller à un référendum. C'était pas que vous étiez en train de conduire le chef dans le mur et qu'il a été plus avisé. Non, dans le même temps, la coalition Bénin en route à travers M. Biokou, a fait une déclaration, et c'est ça qui a été d'ailleurs le résumé. C'était la voix de Bénin en route qu'il portait. Voilà. Donc, dans cette dernière déclaration, il était, parce que nous avons quand même eu plusieurs concertations, on a eu des assises par rapport à ce sujet, on a réfléchi par rapport à ce sujet, et la conclusion était effectivement de ne pas se hasarder sur cette pente, et étant donné que il n'y avait rien de sérieux qui pourrait nous forcer à aller à ce référendum. En ce qui concerne la déclaration, oui, sérieux, parce que quand on prend les 4 points en question, c'est pas quelque chose qui pouvait vraiment susciter une contradiction. Je suis désolé. Et en ce qui concerne la cellule de communication de la présidence, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce que le chef de l'État a été informé régulièrement? Est-ce qu'il a donné son avis avant qu'il ait eu cette déclaration? Moi, je ne saurais le dire. Dans tous les cas, après tout, c'est lui qui a été élu. Et c'est à lui
de prendre ses responsabilités. Même si la cellule de communication dit quelque chose et que, avec le recul, avec les analyses, lui se rend compte que c'est pas forcément ce dont on a besoin, il peut changer d'avis en toute liberté. Et c'est ce qui s'est passé, sans doute. Votre vis-à-vis, vouloir prendre la parole, Oui, c'est juste pour constater que ce soit sur la voie à choisir pour la révision de la Constitution parlementaire ou référendaire, que ce soit sur la communication à la présidence, que ce soit sur l'échec au niveau du Parlement et la décision d'aller au référendum ou pas, je vois qu'il y a une constante. On agit et on y réfléchit après. On agit, on réfléchit après. Donc je pense que c'est cette gouvernance qu'il faut changer. Il n'y a pas à se demander si le président est constamment informé de ce que son directeur de communication a déjà dit. Il n'y a pas à savoir si on passe par la voie parlementaire pour réviser notre Constitution ou si, après avoir tenté ça, on va faire le référendum après. Notre Constitution, à cet égard, est claire. Et il y a un flou artistique qui est entretenu à dessein par une certaine classe politique autour des modalités de révision de notre Constitution. Ce n'est pas un jeu de tombola, la révision de la Constitution. C'est un choix politique qu'il faut faire. Et quand on veut engager la révision de la Constitution, on choisit et on annonce au peuple qu'on veut faire cette révision par une voie, soit parlementaire, soit référendaire. On ne tente pas la voie parlementaire et lorsqu'on s'est aperçu qu'il y a un blocage, on se rabat sur la voie référendaire et quand finalement on sent, parce que M. Ablaka l'a dit tout à l'heure en définitive et le président de la République aussi, c'est parce que vous craignez la sanction du peuple que vous ne sollicitez pas le peuple. Non, c'est à faux. ce rythme, c'est pas ce que j'ai il dit. va falloir changer de peuple. C'est pas si ce que vous je voulez suis pas encore. la sanction du peuple. Je suis encore devant vous. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que vous pensiez que si on posait la question au peuple, c'est ce que l'opinion publique pensait. Il ne répondrait pas comme vous le souhaitiez. Et que c'était dans cette optique que nous avons voulu qu'on aille à ce référendum pour prouver aux uns aux autres que le peuple est encore en accord avec le président de la République et ses actions. En accord aujourd'hui. Bien sûr, bien entendu, monsieur. Pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi avez-vous changé d'avis? Pourquoi il faut y aller alors que c'est coûteux, alors que c'est coûteux, alors que les points en question ne méritent pas. Vous savez, ce que moi je déplore au niveau de notre Assemblée, ailleurs, sur des questions comme les 4 points évoqués, ça se passe comme une lettre à la poste. Mais pourquoi chez nous, il y a tant de polémiques? Pourquoi il y a une minorité de blocage qui ne veut pas qu'on avance? Alors, voilà, si vous permettez, c'est juste rectifier. Heureusement que nous sommes sur une chaîne internationale où, comme vous le dites, ailleurs, les choses se seraient passées ou se passeraient comme une lettre à la poste. Ce n'est pas exact. Ailleurs, les gens respectent les procédures en vigueur dans le pays pour la révision de leur constitution. Et quelle procédure n'a pas été respectée? Ce que permettent les procédures dans d'autres pays, c'est que sur certains points, il faut rassembler des quorums précis pour pouvoir passer à une révision. Notre loi fondamentale prévoit également cela. Et si vous n'avez pas réussi à réunir, à rassembler ce quorum, il ne faut pas s'en prendre à ceux qui ne sont pas avec vous, qui ne sont pas d'avis avec vous, qui n'ont pas la même opinion des choses que vous. C'est cela la démocratie. Quand certains députés n'ont pas le même point de vue, ce serait une minorité de blocage. Quand le peuple n'a pas le même point de vue que vous, il ne faut pas le consulter. Combien de fois on va changer les députés? Vous pouvez encore les changer, mais le peuple, vous ne pourrez pas le changer. Sur les 4 points en question, vous pensez effectivement qu'il fallait bloquer, selon vous, là? Vous pensez qu'ailleurs, il y aurait eu tout ce débat autour de ces 4 points? On va évoluer, parce que vous allez vers les points qui ont divisé. Mais Richard Blaka et Géraldo Gomez, on observe Richard Blaka. Je ne se respecte pas, alors, d'après vous. On observe justement que par rapport à ces points qui, pour le chef, sont quand même importants, il a souligné, il a semblé un peu déçu de la posture de la minorité, qui n'aurait pas perçu la portée de ce qu'on est en train de lui demander. Quelle est la lecture que vous en faites? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ce que je disais en donnant l'exemple des pays qui se respectent. Parce que lorsque vous êtes envoyé à l'Assemblée nationale, lorsque vous êtes là pour prendre des décisions au nom du peuple, et qu'il y a des points qui concernent le développement, qui ne devraient en aucun cas susciter ce débat, cette polémique, et que vous refusez, c'est que vous avez trahi le peuple. Et cette minorité a trahi le peuple. Ce qui est regrettable, c'est la politique politicienne. Pourquoi allons-nous en politique?
Pourquoi allons-nous en politique? Que faisons-nous en tant qu'hommes politiques? La politique, c'est quoi? C'est avant tout pour faire avancer les choses dans son pays. Mais si la politique, chez nous, doit se limiter à la ruse, comme certains l'ont dit, ou à la rage, comme certains l'ont dit, je suis désolé, c'est pas bien. Alors, je suis désolé, c'est pas bien. Le chef a été très déçu de cette minorité. Vous avez parlé de minorité de blocage, qu'il fallait le voir sous cet angle-là. Mais... Non, je reprenais en fait une expression que M. Ablaka a eue tout à l'heure concernant la minorité de blocage. Ce n'était pas la mienne. Okay. Mais effectivement, j'ai noté cette amertume du président de la République. Et vous ne trouvez pas ça juste? Je ne trouve pas ça juste. Et c'est ce que j'ai déploré un peu tout à l'heure quand je parlais du ton de son message, quand il parlait de fête nationale, que j'attendais autre chose. Je ne m'attendais pas à cette occasion qu'on fasse autant de clivages en décernant des mauvais points à certains et en décernant de très bons à d'autres. C'était pas le moment si on voulait parler de fête nationale, mais ça c'est juste une remarque. Mais concernant le fond de son appréciation, c'est le jeu de l'expression démocratique. Et il se trouve que justement, cette minorité dont il parle lui a sauvé la mise. Parce que c'est ce qui lui a enfin permis de comprendre que ce n'était pas l'urgence. Puisque finalement, s'il ne va pas au référendum, c'est parce qu'il lui-même a conclu que ce n'était pas une urgence, que ce que le peuple attend réellement, c'est plutôt autre chose. Donc cette minorité est en accord avec ce que le peuple attend, et c'est ce que le président a découvert. C'est cette analyse-là qui est la réelle, c'est celle-là qui est la profonde. Les 4 points dont on nous parle, en quoi est-ce que ce sont 4 points pour le développement du Bénin? La Cour des comptes, ça fait des années certes qu'on le demande. C'est là-dessus qu'il y a le plus de consensus, mais moi j'ai une petite réflexion à faire. Aujourd'hui, le rôle que devrait jouer la Cour des comptes est joué par la Chambre des comptes au niveau de la Cour suprême. L'une de ses missions, par exemple, c'est de recueillir la déclaration de patrimoine des élus. Combien parmi eux, les députés de la majorité, par exemple, ont déjà déclaré le patrimoine auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême? À s'acharner aujourd'hui à vouloir présenter la Cour suprême comme, pas la Cour suprême, la Cour des comptes, comme le nec plus ultra de la lutte contre la corruption. Que n'ont-ils fait jusque-là? Il y en a encore. L'autorité de lutte contre la corruption a dénoncé il y a quelques mois tous ces députés et ministres qui n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine au niveau de la Chambre des comptes. Pourquoi est-ce qu'on doit être toujours en distorsion entre les actes et les promesses qu'on fait au peuple? Vous ne croyez pas qu'en a l'institutionnalisation, ça pourrait changer la donne? Nous avons une constitution qui a été violée depuis 2 ans et demi. C'est une constitution, la plus grande loi du pays. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une institution qui empêche ceux qui veulent ne pas respecter de le faire. C'est une question d'éthique morale. C'est une question d'éthique politique. Vouloir respecter une loi, c'est la respecter d'abord. C'est correspondre à cette loi. Parce qu'il y a quelque chose de très pernicieux dans cette démarche-là qui dit « je vous ai proposé quelque chose, je veux proposer quelque chose ». Mais tant que ce n'est pas voté, elle n'existe pas encore. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous y correspondre. Mais est-ce que vous pouvez au moins témoigner d'un état d'esprit qui rassure ceux qui veulent vous accompagner pour dire « nous allons nous y conformer si c'est voté ». Mais depuis 2 ans, nous avons eu la démonstration que les intentions sont toujours belles, mais la réaction n'est pas là. Ceux qui sont au pouvoir ont renoncé à la vertu. Tant qu'il n'y a pas des tests, disent-ils, on ne peut pas appliquer ce que nous pensons être vertueux. Mais on peut être vertueux en l'absence d'une loi. La loi n'impose pas de mal faire. La loi recommande ce qu'il faut faire. Mais en l'absence de la loi, il y a l'éthique personnelle, il y a la morale. Je suis vraiment désolé par rapport à cette analyse qui malheureusement ne montre pas que... C'est vrai que vous êtes de l'opposition, je vous accorde cela, mais dans le même temps, il s'agit du Bénin, s'il vous plaît. Il s'agit de pays que nous avons en commun. Il s'agit de notre chère patrie. Et lorsque vous dites comme ça, que les députés ne déclarent pas leur bien, par exemple. C'est faux? C'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça date de quand?
Lorsque vous me dites là que ça date d'il y a 2 ans, mais c'est aberrant ça. Désolé, ça, je n'ai pas dit que ça date de 2 ans. Mais c'est aberrant ça. C'est aberrant. Pourquoi à chaque législature, il y a toujours ces mêmes problèmes. Même les ministres, c'est pas seulement au niveau des députés. Votre vis-à-vis semble dire que l'institutionnalisation de la Cour des comptes n'a même pas forcément changé. Non, ça va, bien sûr, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les lois ne sont pas si fortes. Nous savons les tests que nous avons, les tests que nous avons ne sont pas aussi forts. Et puis l'autre chose, ce n'est même pas l'argument qui sous-tend le vote de ce point-là. En réalité, vous savez très bien que nous sommes dans l'espace UEMOA et que nous sommes obligés de nous conformer à ce qui se passe dans cet espace-là. Et c'est la raison la plus simple. Au-delà de tout ce que vous dites, il faudrait qu'on a pris des engagements au sein de cette institution et il va falloir qu'on respecte ces engagements-là. Il dit justement qu'il y a des points déjà pour lesquels le Bénin a pris des dispositions d'abord vis-à-vis de lui-même. Il parle de la loi des lois qui, plus d'une fois, d'après ces propos vous l'avez suivi tout à l'heure, n'ont souvent pas été respectées. Lorsqu'il parle d'éthique, si on devrait s'en tenir à l'éthique, on serait dans quel état, dans quel pays? On serait où là? L'éthique, tout le monde a l'éthique, mais on sait, nous sommes tous conscients qu'à un moment donné, on met l'éthique de côté, surtout lorsqu'il s'agit des intérêts personnels. Et ça se passe sous tous les cieux. C'est pas qu'au Bénin que ça se passe comme ça. À partir de ce moment, il faut mettre, disons, des garde-fous pour éviter certains débordements. Et là-dessus, l'éthique ne tient plus, s'il vous plaît. Il faut forcément des lois, et il faut que ces lois soient appliquées. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat à faire. Lorsque vous dites que la Constitution... Il est nécessaire quand même de relever, puisque lorsque vous dites que est revenu plusieurs fois là-dessus, mettre l'éthique de côté, je suis assez effrayé, parce qu'il n'y a pas de loi sans éthique. Quand vous dites dans le même temps, dans la même phrase, il faut mettre de l'éthique de côté, et il faut mettre des lois à être respectées, mais la loi... Des lois fortes. La loi est mue par quoi, à votre avis? C'est l'éthique qui pousse à légiférer. Comment mettre l'éthique de côté et réclamer la loi? Mais vous l'avez dit, c'est entendu. Nous voyons dans quel contexte, dans quelle philosophie politique nous sommes au Bénin. Je parle de la faiblesse de l'être humain. En tout cas, là, je parle. Je vais expliquer. Je voudrais lui expliquer ceci. Je parle de la faiblesse de l'être humain en présence du matériel. Et à partir du moment où, mais le chef de l'État a donné quelques exemples. Vous parlez d'éthique, d'accord. Mais lorsque vous êtes médecin, vous savez très bien que l'opération que vous voulez faire, ça n'existe pas et que vous l'avez facturé. Vous prenez les sous. Où est l'éthique? Et dans le même temps, vous ne voulez pas qu'il y ait des lois fortes pour mettre en garde certaines choses, pour contrôler certaines choses. Vous parlez toujours du même sujet là. Bien sûr, mais l'éthique, s'il vous plaît. L'éthique, que faisons-nous de l'éthique? On va avancer, à moins que vous ayez un autre point à évoquer. Oui, la question de l'éthique, le chef de l'État y accorde beaucoup de prix à raison. Il est revenu sur la question de l'impunité, la lutte contre la corruption. Richard Blaka, pour le chef de l'État, il ne sera pas question de jouer à la politique de 2 poids 2 mesures. Si aujourd'hui, il se trouve que la direction semble être orientée vers un type de personnage, les autres, en son temps, vont devoir aussi répondre de leurs actes. Juste pour le paraphraser. Pourquoi vous parlez d'orientation? Il n'y a aucune orientation. Justement, c'était pour répondre et paraphraser. Le chef, il dit ce qu'on appelle orientation aujourd'hui. Oui, demain, les autres aussi devront répondre. Vous savez, on a longtemps dans ce pays laissé faire. Il y a eu tellement de désordre au point où, à un moment donné, puisque on parlait d'éthique, l'éthique a déserté le forum. Il n'y a plus d'éthique dans ce pays. Il n'y a plus d'éthique. Avec tout ce qui s'est passé, à partir de ce moment où le président de la République a décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille, je crois qu'on doit aller dans ce sens. Et il a dit, il a répété, et cette lutte est imprescriptible. Cette lutte, elle est immuable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si aujourd'hui, il y a des gens qui sont de son côté et qui traînent des casseroles, à un moment donné, tôt ou tard, puisque l'État, même sous le mandat actuel, s'il s'avérait que les faits qu'on leur reprochait étaient justifiés, ils vont devoir faire face à la justice. Donc, il n'y a pas une politique de 2 poids et de 2 mesures. Oui, l'impunité, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de sanctions.
c'est l'absence de décision prise pour punir ceux qui n'ont pas respecté la loi. Dans une démocratie, qui est autorisé à prononcer des sanctions? C'est la justice. Qui est autorisé à sanctionner ceux qui n'ont pas respecté la loi? C'est la justice. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Les 3 pouvoirs qui sont énumérés, cette justice dont le président de la République a d'ailleurs parlé lors de son entretien en lui enjoignant un qualificatif. Pour lui, la justice serait un pouvoir opérationnel. Non. C'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a la confusion. Le président n'a pas à se lancer dans une lutte contre l'impunité puisque ça ne relève pas de son pouvoir. J'insiste là-dessus parce que c'est assez dangereux, ce vers quoi nous sommes en train de glisser. Et M. Ablaka qui en rit, parce qu'il est de la mouvance, doit savoir que dans une démocratie, il y a des règles. Vous qui réclamez des lois fortes, la loi la plus importante en démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et il y a le pouvoir législatif qui contrôle l'action du gouvernement et élabore les lois. D'accord ? Il y a le pouvoir exécutif qui les met en œuvre, ces lois, et qui définit l'orientation globale de l'action gouvernementale. Et il y a le pouvoir judiciaire qui veille au respect des lois qui ont été éditées par le pouvoir législatif et est le bras de la sanction qui punit ceux qui ne respectent pas cette loi-là. Donc quand j'entends le président dire « je fais de la lutte contre l'impunité » et qu'il est heureux qu'en levant l'immunité de certains députés, l'Assemblée aussi lui ait emboîté le pas, il faut conclure que désormais, pour lui, le pouvoir législatif, l'exécutif comme le judiciaire sont les mêmes. C'est grave. C'est une confusion. C'est une confusion. C'est pas moi qui le dis. C'est assez grave ce que vous êtes en train de dire. C'est pas moi qui le dis. Et dans tout système, quelle est cette analyse? C'est fini, vous revenez et fini. Si je peux finir, Monsieur Ablaka, dans tout système où nous avons la confusion de ces 3 niveaux, de ces 3 pouvoirs, c'est la définition, en première année de droit partout, on vous l'explique, cela s'appelle de la tyrannie ou de la dictature. Chaque pouvoir a ses prérogatives. Le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir opérationnel. C'est un pouvoir qui est censé lutter justement contre l'impunité. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une contravention à la loi, qu'elle doit pouvoir sanctionner. Et on a été très loin avec le président de la République lorsqu'il parlait du CSM avec vos 4 collègues qui l'interviewaient. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'exécutifs au niveau du CSM? Et qu'il a expliqué que le président n'est pas forcément informé de tout ce qui se passe au niveau du pouvoir judiciaire. Donc il faut que le ministre de la Justice l'accompagne puisque c'est le ministère de tutelle. Mais qu'il fallait aussi le ministre des Finances parce que c'est lui qui assure le paye. Mais parce qu'il faut aussi le ministre de la fonction publique parce que certains sont fonctionnaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Je trouve que c'est assez glissant comme terrain. Non. En quoi c'est glissant? Le pouvoir arrête le pouvoir. C'est la définition de la démocratie. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Nous sommes dans un régime présidentiel où le pouvoir exécutif ne peut pas dissoudre l'Assemblée comme c'est possible dans d'autres démocraties semi-présidentielles ou autres, ou parlementaires. L'Assemblée non plus ne peut pas destituer le président de la République. Nous en avons voulu ainsi pour qu'il y ait un équilibre au niveau des pouvoirs. Vous avez l'impression que le Bénin est en train de changer de statut? S'il vous plaît, j'ai l'impression, ne vous en faites pas. J'ai la forte impression que c'est le cas, puisque c'est l'expression même. Je prends l'expression du président. Il n'y a qu'à réécouter cette interview. Il a été clair. Expliquer pourquoi il y a autant d'exécutifs impliqués dans le judiciaire. Expliquer que c'est lui qui mène la lutte contre l'impunité. Non, ce que l'exécutif a à faire, c'est de s'assurer que lorsque le judiciaire condamne M. Ablaka ou M. Gomez à une peine, parce que nous n'aurions pas respecté une loi, que cette sanction-là soit exécutée. Ça, c'est le rôle de l'exécutif. Et quand on a peur, quand on suppose que les magistrats, puisque c'est l'autre argument que le président a soulevé, seraient en train de se couvrir entre eux, entre corporatistes, entre gens de la même corporation,
Je dis non. Notre système a prévu que le ministère de la Justice détienne une certaine préséance sur une partie de ce pouvoir judiciaire, en l'occurrence les procureurs de la République, pour pouvoir s'assurer que la justice continue d'être dite au nom du peuple. Donc on a déjà prévu la présence minimum suffisante de l'exécutif au niveau du judiciaire pour que le pouvoir arrête le pouvoir et que chacun ne roule pas en roue libre. En faire plus, c'est basculer dans un autre régime. Je crois que je ne sais plus si nous sommes en train de parler de l'actualité ou on est en train de suivre un cours de droit. Nous sommes là pour faire une analyse de la situation. Avec le regard qui est le vôtre. Ce que je déplore, c'est lorsqu'on me dit par exemple qu'au Bénin, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République. C'est lorsqu'on me dit qu'au Bénin, la séparation des pouvoirs n'est plus une réalité et qu'au Bénin, le pouvoir est plutôt un pouvoir de tyrannie. C'est assez triste. Lorsque moi je pensais qu'on allait eu droit à un débat digne du nom, mais lorsque vous parlez de la lutte contre la corruption et l'impunité, vous pensez que c'est le président qui est devenu je sais pas, le parquet ou le juge qui poursuit? C'est ce que vous pensez? Depuis quand vous avez vu le président siéger pour prendre des sanctions ou juger quelqu'un? Donc c'est pas le président qui fait la lutte contre l'impunité. Mais le président dénonce et puis la justice s'auto-saisit ou quand il y a des plaintes et puis après ça va suivre son cours normal. Vous voulez qu'on laisse le pays comme ça, comme ce fut le cas pendant ces 10 dernières années et que le président protège les siens on a tellement dénoncé des choses dans ce pays au point où... Mais s'il vous plaît, soyons un peu sérieux. Aujourd'hui, le président ne couvre pas ceux qui sont avec lui. Aujourd'hui, nous avons un président... Vous en êtes sûr? La question lui a été posée, il a donné une réponse. Comment peut-il couvrir ceux qui sont avec lui lorsqu'ils sont dans des fautes, dans des dérapages? C'est pas possible. Des exemples des députés du bloc de la majorité présidentielle. Et vous avez entendu sa réponse. Et vous l'avez compris. Ça que je vous rappelle. Vous l'avez compris. Il a dit que même si aujourd'hui, ils sont avec lui et que, par hasard, il s'avérait qu'ils sont impliqués dans des affaires de détournement de deniers publics ou autres, tôt ou tard, ils vont répondre. Non, la question qui a été posée, à laquelle il a répondu, était celle-ci. Pour les 2 députés dont on a levé l'immunité, ils sont concernés par un dossier précis. Très bien. Dans ce dossier, des proches du président de la République ont occupé des responsabilités plus élevées que ces 2 députés en question. Mais monsieur, ils n'ont pas été entendus, interpellés, inquiétés, ni... Il y aura une instruction. Comment est-ce que il y aura une instruction. Dans une démocratie? Il y aura une instruction. Et au cours de l'instruction, lorsque des noms seront cités, ceux-là... Les noms sont déjà cités. Non, à ce stade, non. À ce stade, il faut... Nous ne sommes pas dans le même pays. Il y aura une instruction. Et au cours de l'instruction, dès que des noms seront cités, ceux-là seront obligés de comparaître. Il n'y a pas autre mesure, ils n'ont pas d'autres possibilités, d'autres options. Je crois quand même que le chef de l'État... Personnellement, M. Ablaka, dans ce dossier du coton, concernant les députés Djenontin et Bako, est-ce que vous en connaissez d'autres ayant occupé des fonctions plus élevées? L'honorable Djenontin a nommément cité ceux dont il est question devant la représentation nationale, qui sont des proches du président, qui sont en fonction actuellement auprès du président de la République. Vous avez, autant que moi, entendu ces noms-là. Ils ont occupé des fonctions officielles, reconnues. Ce ne sont pas des fonctions officieuses. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas été inquiétés. Vous avez dit dès que les noms seront cités, ils le sont. Non, à quel stade ils sont cités? Vous voulez que, déjà à ce niveau? Non. Quand le procès sera ouvert, lorsqu'on va commencer vraiment ce procès, vous allez voir, je suis convaincu que tous ceux qui seront impliqués vont être écoutés, entendus, et au moment opportun, si il faut... En réalité, je voudrais préciser un peu mes propos. L'exécutif n'est pas dans ses prérogatives en se glorifiant de faire de la lutte contre l'impunité. L'exécutif a resté dans l'exemplarité.
C'est ce que je voulais faire savoir. Oui, mais l'exécutif se glorifie parce que par le passé, l'exécutif n'a jamais fait ça. Il faut de la transparence dans la gestion. L'exécutif se glorifie parce que par le passé, ça n'a jamais été fait. Au contraire, les gens ont été... La gestion du port, qui, ici au Bénin, peut dire sous quel contrat avons-nous concédé cette gestion? Nul ne le sait. Non, la gestion de notre aéroport. Que savez-vous, M. Ablaka, de la gestion de notre aéroport? Que savez-vous du contrat de leasing? C'est ça l'exemplarité dont je parle au niveau de l'exécutif. C'est vrai, Gérardo Gomez, économiste de formation. Ces questions-là, on y reviendra parce qu'en face, vous avez aussi un universitaire. J'apprécierais vraiment qu'on se retrouve pour parler de ces questions aussi, qui restent des questions d'intérêt, parce que l'économie béninoise reste essentiellement fiscale. Et c'est important de savoir un peu comment ça se passe, la notion de reddition de comptes. Tout le monde y adhère, n'est-ce pas? On se donne rendez-vous avec nos téléspectateurs pour revenir là-dessus. Alors, on va peut-être finir parce qu'on n'a que 5 minutes. Il y a une question très importante. Oui, vous n'en avez pas idée, mais c'est allé très rapidement. Le chef de l'État sur la question qu'on pourrait appeler question de dialogue national qui intéresse plus d'un est revenu là-dessus au détour de la question de mes confrères, de savoir un peu le regard qu'il porte sur l'attitude de ces enseignants. Vous vous souvenez qu'ils devraient composer, qu'on devrait évaluer et qui se sont comportés comme ils se sont comportés là. Le chef de l'État l'a dit, chacun doit rester dans son rôle et il pense qu'il y a là une confusion de rôle dans le comportement des agents qu'on appelle quand même à venir pour faire valoir leurs compétences afin qu'on puisse déterminer les directives qu'il faut pour relancer le système éducatif béninois. Je crois qu'à ce niveau, je l'ai dit sur un plateau, cette évaluation diagnostique intellectuelle des enseignants, l'objectif, bien entendu, c'était donc de pouvoir identifier les problèmes du système et d'apporter après des solutions. Mais là-dessus, moi, j'ai été clair, c'est que il y a eu un problème en ce qui concerne la première évaluation. Il y a eu un problème en ce qui concerne la première évaluation et c'est justement ce qui a entraîné tout ce qu'on a connu par la suite. Et moi, j'ai dit, le chef de l'État doit pouvoir quand même prendre ses responsabilités face à ce dossier parce qu'il s'agit là d'une question d'intérêt national. On ne peut pas quand même s'amuser. Et les raisons, c'est vrai, nous on soutient, moi je parle au nom de la coalition Bénin en route, nous soutenons les actions du président, certes, mais lorsqu'il y a des failles, nous sommes aussi en droit de dire non, il y a un problème. L'argument, par exemple, parmi les arguments avancés, on a dit par exemple qu'il n'y avait pas eu assez de preuves en ce qui concerne la première composition. Nous pensons que ce n'était pas très bien. C'était pas très bien. Et dans le même temps, moi je dis que les enseignants ont eu tort de ne pas se présenter le jour de la composition, à l'instant de composition. Une évaluation de cette nature, c'est au profit non seulement des enseignants, mais aussi et surtout au profit de nos enfants. Vous avez vu les résultats des derniers examens. Vous avez vu le résultat du CEP. Vous avez vu le résultat du BPC. Et bientôt, les résultats du baccalauréat. C'est la catastrophe. J'ai suivi la revue de presse tout à l'heure et on met ça sur le compte des débrayages qu'il y a eu récemment. Mais les causes sont plus lointaines que ça. Je crois que c'est tout le système qu'il faut repenser. Et là-dessus, il va falloir que mes chers collègues du primaire puissent comprendre que tôt ou tard, cette évaluation aura lieu. Le temps est complètement parti. Oui, une évaluation des enseignants en pensant à nos enfants, ça ne peut qu'être applaudi. Après, c'est toujours une question de méthodologie. On agit et après on réfléchit pour savoir si c'était la bonne solution qu'on a adoptée. Évaluer les enseignants, ça se peut de plusieurs façons. Il y a l'inspectorat qui peut accompagner les enseignants tout au long de l'année pour savoir quel est leur niveau réel. Est-ce qu'une seule évaluation à un moment précis suffit à rendre compte suffisamment, pour la répétition de la valeur de nos enseignants devant nos enfants? Ça peut être déjà un début. Apparemment, la méthode n'a pas été bonne, ça n'a pas pris, c'est regrettable, puisque pour moi, l'éducation, pas que pour moi, pour la formation politique d'ailleurs, tout ensemble, l'éducation est quelque chose de très important. Il faut qu'on y prenne garde. Et c'est dommage que sur cette question-là, de façon un peu plus globale, le président a été encore une fois un peu incendiaire, en mettant chacun dans son rôle, que les syndicats ne sont pas là pour réformer. C'est lui qui a reçu le mandat pour réformer le pays. Les syndicats n'ont pas été élus. C'est dommage pour le président de la République de le dire ainsi, parce que nous sommes dans un contexte social où il y a un pacte du dialogue social qui est signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat privé pour pouvoir permettre justement ces réformes. On ne fait pas des réformes sans
ceux qui doivent vivre de ces réformes-là. On fait ces réformes avec ces personnes. Ça va être votre mot de la fin. Le pacte Richard de Blakam. dialogue social, c'est pas un pacte de désordre. Je suis désolé. Merci à vous, Richard Blakam. C'est un Merci, dialogue. Géraldo Gomez, chers téléspectateurs. Merci. Le temps est complètement parti. On va devoir vous fausser compagnie, quitte à vous retrouver demain, sans nul doute, une autre occasion avec ces deux invités. J'imagine vous avez aimé. 100% Bénin, ce sera tout en fausse compagnie sur cette citation du scénariste sino-américain Bruce Lee qui nous a laissé cette belle citation. Ne priez pas pour une vie facile. Ne priez pas pour une vie facile. Priez plutôt pour avoir la force d'endurer la difficulté. Ce fut un plaisir. À très bientôt.